Vas-y. Voilà, donc je m'appelle Sylvain. Et moi, je m'appelle Paul. Voilà, on est en couple avec deux enfants, avec quatre, Deux, quatre, avec quatre quatre. enfants, on est mariés avec quatre enfants. Et on est en Haute-Savoie depuis 2 ans, un peu plus maintenant, 2 ans et demi. En attendant de monter un projet de vie différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Ouais, bah, moi j'ai 40 ans. Je suis en couple aussi, donc depuis 12 ans maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Mais j'occupe mes journées en tant que thérapeute, accompagnante à la naissance. Je, je porte aussi un jeu de développement personnel qui s'appelle le jeu du Tao. Voilà. Donc moi je suis beaucoup dans ce monde de développement personnel et je travaille beaucoup avec les gens qui sont dans la transition aussi, dans le monde de la transition. Et moi, je travaille dans un milieu, au contraire, très, très ancré, très traditionnel, dans la restauration. Je suis majordome en domicile particulier et maître d'hôtel pour des événements divers et variés, entreprises ou particuliers. Et ça, c'est mon activité. Et puis, mon contact avec Paul fait que je verse de plus en plus vers, le, vers l'ésotérisme, entre guillemets. Oui. Ce qui est perçu comme tel, en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'on pourrait appeler votre vie d'avant? Mais la vie qu'on a quittée, on vivait à Paris, on gagnait bien notre vie, tous les deux, très bien même notre vie. On se considérait comme des Parisiens assez privilégiés, puisque dans nos horaires, on n'était pas dans les bouchons, on avait une maison, enfin, notre vie parisienne était très confortable, elle était peu parisienne finalement, sauf pour les salaires, qui eux étaient très clairement parisiens. Et on consommait pas mal, hein, on consommait même beaucoup. On était des bons citoyens. Voilà, c'est ça. On était des bons citoyens, on consommait bien. Voilà, et puis l'arrivée des enfants a, a fait que on s'est posé des questions sur la façon de les accueillir déjà, comment les accueillir dans ce monde. Donc c'est venu avec l'accouchement, après c'est venu avec l'éducation et les écoles alternatives. Et puis plus on avançait et plus on trouvait que notre vie telle qu'elle était, elle n'était pas très en sens avec les choix qu'on faisait vis-à-vis de nos enfants en fait. C'est-à-dire qu'à un moment on a senti un très clair manque de cohérence et qu'on a décidé de se remettre, de se réaligner quoi finalement, de se remettre au clair entre nos envies profondes, ce qui faisait sens pour nos enfants et ce qu'on avait envie de leur transmettre et le modèle qu'on leur donnait. C'est-à-dire que voilà, on a ressenti, je pense, le besoin d'être plus en cohérence entre l'exemplarité et, et puis le train-train qu'on menait, l'exemplarité qu'on avait envie de leur donner et puis le train-train qu'on donnait au quotidien à notre vie. Précisons que c'est pas un matin, on s'est levé avec cette lubie. Non. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu avec la naissance de Sacha, donc notre plus grande fille, qui a maintenant 10 ans. Et c'est installé en nous tranquillement, sans concertation réelle. C'est venu assez naturellement, assez spontanément. Jusqu'à finalement prendre la décision de quitter Paris, Montreuil, et en se disant, bon allez, on essaie de tourner une page et de faire autre chose plus en accord avec ce qu'on a dans la tête Et dans le cœur. et dans le cœur. Et surtout dans le cœur. Pour préciser, qu'est-ce qui vous semblait particulièrement incohérent à ce moment-là? Notre achat de maison, par exemple, où voilà, on a acheté une maison, on râlait beaucoup après le système bancaire et cette façon de, de nous ponctionner sans arrêt. Et puis à un moment, on s'est dit, mais merde, on vient de faire un crédit
gigantesque, et donc on s'est attaché nous-mêmes à un système qu'on critique, en fait, la banque était un bon reflet finalement de ce qu'on imagine de la société, et que là ça a été, je pense que le crédit a été quand même un gros une grosse prise de conscience. C'était une forme de révélation, ce qui est avec le recul aujourd'hui, parce qu'on s'en rendait pas compte avant d'en sortir, mais c'est que tu te rends compte que ton entourage, tes amis, ta famille trouvent ça absolument normal et même rassurant que tu te lances dans ce genre de truc, un crédit de maison que tu vas trimballer sur 25, 30 ans, alors que nous, par exemple, on a des activités qui sont pas fixes, on n'est pas des carriéristes, on n'a jamais eu de CDI, et donc il n'y a rien qui garantit que tu vas payer ton crédit pendant les 30 ans en question, que tu pourras le faire. Mais pourtant, cette situation est rassurante dans l'ensemble des gens que tu côtoies, que ce soit au boulot, que ce soit la famille. Et il y a un truc qui nous est apparu comme anormal, en se disant c'est juste pas normal et pas cohérent d'être attaché, d'être prisonnier volontaire dans ce genre de truc. Et en plus, il y avait aussi une histoire de cadre où tu te rends compte qu'une vie parisienne avec 4 enfants, tu passes tes journées, tes années à courir après l'argent, à courir après un confort matériel, et tu perds le confort moral et psychologique que tu peux donner à tes enfants. Tu vas leur donner plein de super trucs matériels, leur acheter des cadeaux, des jouets, des activités, mais en fait, pour permettre ça, tu passes ta vie à bosser, et tu perds toute la qualité de temps que tu pourrais leur accorder, et qui fait, à mon avis, le terreau d'une belle relation, d'un bel épanouissement. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu d'autres trucs, forcément. Mais c'est sûr, les enfants ils ont beaucoup contribué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à se demander comment on avait envie d'éduquer nos enfants, et qu'on a commencé à se poser la question de la scolarité, pour nous, d'un seul coup, les mettre dans une école classique de formatage, finalement, parce que c'est un peu comme ça que moi, qu'on le vit, en tout cas. Se dire, écoute, voilà, on a des enfants qui ont plein de qualités, etc. Est-ce qu'on a envie de les faire rentrer absolument dans un cadre où on va finalement beaucoup étouffer leur nature profonde ? Voilà, donc c'est sûr que les choix d'écoles alternatives, par exemple, ça nous a beaucoup éveillés. En fait, sur notre parcours, on a eu la chance de rencontrer des gens, ça a été le cas aussi avec notre sage-femme, par exemple, quand j'étais enceinte, des gens qui n'ont pas cherché à nous ouvrir les yeux, mais en tout cas ont semé. Ils ont beaucoup semé sur notre chemin, et je crois que ça a bien poussé chez nous. Donc voilà, c'était juste ça, des prises de conscience de, ok, comment on a envie de faire les choses, et puis surtout une vraie volonté de les faire avec conscience, en fait, ces choses, quoi, de les éduquer avec conscience, de dire à notre gosse, ok, t'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit de l'exprimer, t'as le droit de tout ça. Pour moi, dans l'école traditionnelle, alors je veux pas mettre tout dans le même panier, parce que ça dépend des enseignants, ça dépend de plein de choses, etc. Mais c'est sûr que il y avait cette problématique de formatage, de tout le monde doit apprendre à la même vitesse, au même moment, alors qu'on voit bien que, je sais pas, les enfants, ils apprennent pas tous à marcher au même âge, par exemple, ni ils ont pas tous leur poussée dentaire au même âge, ils apprennent pas tous à parler au même moment. Donc il y a une nature propre à chacun qui est à respecter. Et c'est ça aussi qui nous a fait beaucoup bouger, c'est-à-dire, ok, si on le respecte pour nos enfants, est-ce qu'on pourrait pas le respecter pour nous-mêmes déjà? Pour commencer, quoi. Commencer par nous, parents. Encore une fois, cette histoire d'exemplarité, de qu'est-ce qu'on va leur transmettre, et on peut pas que les mettre dans une école Montessori et imaginer qu'ils vont s'éveiller à ça si nous, on est complètement formatés et dans le moule, sans arrêt à courir effectivement après l'argent, par exemple, pour pouvoir leur payer cette école. Enfin, il y a un truc qui est pas très cohérent, en fait. Payer l'école Montessori, c'est chouette, mais si en même temps, à côté de ça, ils nous voient, nous, dans le cadre et dans le moule absolu, c'est compliqué pour eux de s'incarner clairement dans ce qu'on avait envie de leur transmettre. La plupart des parents, dont
peut-être nous, sur d'autres sujets, certainement, on n'est pas conscient de cette problématique. Il y a une volonté naturelle et spontanée et assez grégaire à se conformer à l'exemple social, pour pas être mis à l'écart, pour pas détonner trop, parce que c'est rassurant et c'est quand même réconfortant d'être comme son voisin et de sentir qu'on est dans une vague. Et c'est pas toujours confortable de se dire, de se poser la question déjà. Et je pense que ce qui fait basculer d'un état à l'autre, c'est la projection. C'est une forme de projection dans l'avenir où tu te dis brusquement, qu'est-ce que je risque de regretter après? Pourquoi là je me pose des questions? Et pourquoi je m'empêcherais de répondre favorablement à ces questions? Ou juste pourquoi je m'empêcherais même de les poser parfois? Et du coup, ouais, il y a une espèce de prise de conscience. Je ne sais pas s'il y a un déclencheur, c'est comme tout à l'heure quand on parlait de cet éveil. C'est pas un jour, c'est pas un matin où brusquement tu te dis, tiens, on va faire différent. Ça s'installe tranquillement. Après, je ne sais pas ce qui peut faire la différence avec d'autres qui franchissent pas le pas. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que souvent dans les conversations avec d'autres gens, quand tu expliques ta volonté de partir, ce qui est quand même très typique de la vie parisienne. Il y a énormément de gens qui viennent à Paris pour les opportunités professionnelles. Il y a aussi énormément de gens qui quittent Paris pour s'extirper de cette espèce de tourbillon infernal où tu vois plus rien d'autre que ton guidon, tu as la tête dedans et tu vois plus rien d'autre. Tu te vois plus vivre, tu vois plus vivre tes proches. Et tous les gens qui en sortent sont regardés par les autres en disant « Putain, c'est cool ce qu'ils ont fait, c'est bien qu'ils en soient sortis. » Et ça, c'est un signal fort. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis « Je veux pas être... celui qui regarde les autres partir systématiquement. T'as pas envie d'être tout le temps sur le quai à regarder les trains partir. T'as envie un jour de monter dans le train en disant oh, puisque ça me fait rêver, moi aussi voilà, il faut arriver à franchir le pas. Ouais, une vraie volonté à mon avis effectivement de regarder derrière soi un moment et de dire ok, j'étais cohérente quoi, j'étais juste et alignée par rapport à ce que j'avais vraiment envie, mais j'ai pas du tout envie de me réveiller à 80 piges et dire ok, j'ai passé 60 ans de ma vie ou 50 ans de ma vie à bosser, ok, j'ai eu une maison, ok, j'ai un niveau social. Quel est le plus important finalement? En fait, c'était ça les questions, c'était qu'est-ce qui nous fait vibrer, quoi? Est-ce que c'est le fait d'avoir une maison ou nous, on a toujours adoré voyager, par exemple. Donc ça nous faisait vibrer en disant, ok, qu'est-ce qui te met en joie? Et je pense que c'est une vraie question importante. Qu'est-ce qui te met en joie? Et nous, ouais, ce qui nous met en joie, c'est effectivement de voyager, c'est de faire découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, et cette envie de le partager et de le faire vivre à nos enfants. Et qu'à un moment... soit on passe notre vie à rêver, soit à un moment on essaye de mettre le pied dedans et dire ok, il faut faire le premier pas, et c'est juste un premier pas à faire. Après les choses elles s'enchaînent finalement, on n'est pas des très rapides pour mettre en place, mais on finit par le faire. Par contre quand on a dit qu'on allait quitter Paris, je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont pas cru parce que ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'entre le moment où on a dit on a l'intention de quitter Paris et le moment où on a quitté Paris, c'est passé quand même 3 ans au moins. Oui, au moins. Au moins 3 ans. Donc après, c'est sûr que... voilà, mais nous, on a toujours cette idée, on garde très fermement cette idée en tête de dire, ok, notre projet, c'est vraiment... de vivre autrement et de pas passer notre vie à spéculer sur l'argent qui va rentrer sur notre compte en banque, quoi. Donc quel est l'essentiel? Quel est l'essentiel pour nous? Quel est le plus important pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qui nous met en joie? Et avec quoi on a envie de quitter cette terre, quoi? Avec quoi on a envie de quitter cette terre? Ouais, c'est une vraie question, je pense, qui s'est posée pour nous. Dans cet esprit critique sur notre société où tu te dis tiens je voudrais un autre modèle, ou
Donc, tu as plein de possibilités d'action. Donc, il y a des gens qui vont se lancer dans l'associatif, dans une espèce de... ou dans une lutte. Je pense à un modèle qui nous est cher, qui s'appelle Paul Watson, par exemple, en disant, bon voilà, moi je vais consacrer ma vie à créer un changement qui, pour moi, a vraiment un sens profond. Nous, on est parti du principe que ce changement, il allait être plus, sans doute, transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en éduquant nos enfants différemment, en leur montrant qu'il y a d'autres possibilités, eux vont intégrer des choses différentes qu'un modèle fermé, strict, une espèce de moulage systématique. Et je pense que dans notre logique, quand Paul dit qu'est-ce qu'on va laisser, nous, dans notre part de colibri, on espère laisser ça. Laisser une génération derrière nous qui va s'autoriser à penser, et à réfléchir et à poser des questions. Et s'autoriser aussi à chercher et y apporter des réponses à ces questions. Ce qui pour l'instant ne semble pas toujours très normé, très normal en fait. Mais je rebondis, je trouve que c'est l'autorisation d'être soi en fait. Hein. Il y a ça aussi, l'autorisation d'être soi. Je pense que dans cette façon d'être formaté et d'aller chercher son salaire tous les mois, etc., on oublie qui on est. On rend des comptes aux autres. D'ailleurs, même dans les entreprises, hein, on le dit, hein, la vie de famille ou la vie personnelle ne rentre pas dans l'entreprise. Alors que, évidemment, si, elle rentre dans l'entreprise. C'est le sens même de qui on est. Et qu'à partir du moment où la société nous fait croire qu'on peut oublier ce qu'on est à certains moments de la vie, c'est antinomique, quoi. Non, on est et il faut pouvoir assumer ça aussi. Et comment est-ce qu'on peut l'assumer et de quelle manière on a envie de l'assumer. Et je pense qu'il y a des boîtes, hein, on peut assumer qui on est. Il y a des boîtes qui laissent de l'espace pour ça. Il y en a à mon sens de plus en plus. En tout cas, c'est un paramètre qui s'intègre de plus en plus dans beaucoup d'entreprises, hein, qui est de cultiver justement la joie, de cultiver le bien-être des salariés en se disant ok, plus on a quelqu'un qui est bien et plus il est rentable aussi. Nous, on n'a pas de souci de rentabilité et on n'a pas de contrat qui nous oblige à. Donc le seul souci finalement qu'on a, c'est le souci d'être soi. Et d'aller vers qui on est au plus profond de nous. Et encore une fois, voilà, comment on a envie de profiter de la vie aussi. Moi, si je regarde la génération de mes grands-parents ou de mes parents qui ont bien bossé toute la vie, pour eux, travailler comme on travaille, par exemple, c'est un truc qui est un peu particulier pour eux. Ils nous regardent en disant, mais là, moi, en ce moment, c'est moi qui bosse beaucoup par rapport à Sylvain. Évidemment, la réflexion est faite de dire à Sylvain, il a même entendu, tu t'occupes trop de tes enfants. Voilà. Et si nous, ça nous parle, et si nous, en étant nous-mêmes, on se dit que pour nous, ce qui est important, c'est d'être là pour nos enfants, d'être présent pour nos enfants, de pas demander à quelqu'un d'autre de s'occuper d'eux à notre place, et donc de les laisser aussi transmettre de ce qu'ils sont, et ça peut être très bien ce qu'ils sont, la question n'est pas là, c'est que juste on a décidé de faire des enfants, on a décidé d'en faire un certain nombre en plus, donc d'assumer pleinement notre rôle de parent. Je pense que vraiment la parentalité, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment beaucoup fait bouger les choses. Et puis dans les trucs qui moi, dans mon caractère, de toute façon, mais j'ai une petite tendance anarchique quand même. En tout cas, à pas être forcément dans les clous. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai pas peur de quitter aussi. Et ça, je pense que c'est important dans le fonctionnement. Je pense que Sylvain a eu plus de mal que moi à ça. Même encore. Et même encore. C'est un travail qui se fait tranquillement, qui se fait. Et moi, c'est vrai que j'ai pas peur de quitter. J'ai pas peur de me dire ah mon Dieu, si je laisse là, qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai une foi, une grande confiance en la vie, finalement, en me disant ok, je sais que si je quitte un truc, il y aura peut-être un moment de flottement qui sera pas forcément très confortable ou très agréable, mais je sais que derrière, il y a toujours quelque chose de plus grand qui va arriver. Et que on parlait de s'écouter soi tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est écouter la petite voix intérieure qui dit ok, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as envie de passer ta vie, et que si tu n'as pas envie de la passer comme ça,
à un moment, il faut lâcher. Il faut lâcher. Et c'est pas facile pour tout de lâcher. Moi, je dis ça, j'ai pas peur de perdre. En même temps, je m'accroche à des trucs matériels. Encore aujourd'hui, là, on vide notre maison, etc. Moi, je suis encore accrochée à certains trucs où j'ai la peur de pas avoir, la peur de manquer, parce qu'il y a mon éducation qui rentre aussi là-dedans. Mais par contre, de caractère, ouais, j'ai 15 fois, 20 fois, 30 fois dans ma vie, j'ai tout plaqué, j'ai recommencé. Donc ça c'est un truc qui fait partie de mon mécanisme aussi, et je pense que j'ai beaucoup insufflé dans notre histoire, finalement. Oui, et ça fait partie du voyage. C'est-à-dire que quand on a décidé de quitter, l'idée c'était de se mettre en mode nomade et de voyager à travers le monde. D'être libre. D'être libre. Ouais. Évidemment que l'entourage focalise sur le principe de partir physiquement. Habiter dans un camion, aménager un camion, partir. Nous, ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens qui sont impatients en disant alors, vous avez un blog, alors vous montrez là vos étapes, quelque chose comme ça. En fait, ce qui est difficile à faire entendre, c'est que le voyage, il a commencé en fait. Il a commencé par tout ça, par ce gros travail de lâcher prise, de se séparer du matériel. Quand on a quitté Montreuil, on s'est séparé déjà au début au moins la moitié de nos biens matériels. Il en reste trop ici une moitié de ce qu'on avait au départ. Et sur cette moitié de ce qu'on avait au départ, il y a les 3/4 qui sont stockés au garage, qu'on ne touche pas. Donc, en gros, maintenant qu'on est ici, on vit avec 1/4 de ce qu'on avait à Montreuil, sans que rien nous manque. Ah non, mais rien. Et dans le quart qui nous reste, on trouve qu'il y en a encore 10 fois trop. Et en fait, tout ça, ça fait partie du voyage. Je pense qu'on est déjà parti, même si concrètement, physiquement, on est encore relié à certaines choses. On a des dépendances financières, on a en tout cas des obligations de gagner de l'argent, c'est le nerf de la guerre, et donc tout va pas se faire en claquant dans les doigts, mais le voyage a déjà vraiment pour nous, il a concrètement commencé dès l'instant où on s'est dit ok, on lâche. Et apprendre à lâcher, en fait, alors il y a peut-être des gens pour qui c'est plus naturel, plus fluide. Moi, je pars de loin, donc je fais mon chemin. Je fais mon chemin, et on le fait ensemble, et voilà. Mais vraiment, je pense que déjà, le jour où on s'est dit, où on a signé ce compromis de vente pour vendre notre maison à Montreuil, c'était un top départ. Un top départ. Alors, ça ne veut pas dire que tout est fait, évidemment. Quelquefois, on s'enthousiasme un peu trop. On a l'impression que ça y est, on en oublie tout ce qui reste à faire parfois, mais à l'intérieur, on sait que voilà, que voilà, on est sur le chemin. Une fois de plus, dans le principe du voyage, ce qui est intéressant, c'est pas la destination, c'est le chemin, c'est le voyage. Chaque pas est intéressant en fait. C'est ça, t'as raison. Enfin, moi, on est d'accord, c'est cool. Non, mais c'est vrai que chaque pas fait partie du voyage, et c'est sûr que ouais, si on enlève un des pas, on peut pas aller là où on veut aller en fait. Donc oui, chaque pas compte. Quel est votre projet, genre assez rapidement Le projet en 2 mots, c'est être libre. En 2 mots, c'est ça. Et pour ça, effectivement, le nomadisme nous a paru assez évident, c'est-à-dire de plus avoir d'attache physique à un endroit, et d'être libre de rencontrer des paysages, des gens, des façons de vivre, des façons d'échanger, des façons de... et quand je dis vivre, c'est pas juste de se lever et de respirer, c'est aussi de se nourrir, de tout ça. Ça passe... Enfin, moi, évidemment, dans notre parcours, on aura besoin d'argent aussi, il va falloir qu'on travaille aussi, mais j'imagine beaucoup de troc, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, finalement. Moi, je me dis que le seul truc qu'on ne pourra pas échanger, au final, c'est l'essence.
qui sera peut-être, elle, qui est trop encore formatée pour pouvoir les changer. Mais je dis ça, je sais pas, peut-être que ça sera possible sur la route, mais j'imagine que ça sera ça. Mais sur tout le reste, que ça soit l'habillement des enfants, la nourriture, qui sont les deux postes principaux finalement, tout ça, on va pouvoir le troquer. Et ça veut dire que c'est aussi apprendre aux enfants comment travailler, comment on obtient les choses. Je nous imagine très bien faire du woofing par exemple, et que tout le monde y participe, c'est-à-dire que ça soit pas nous qui nous tapons le woofing, mais que les enfants aussi mettent la main à la pâte et disent ok, là t'as fait pousser une patate et ce soir on la mange la patate. Et voilà, au même titre qu'aujourd'hui par exemple pour nous c'est hyper important quand nos enfants mangent de la viande de nommer l'animal, de montrer l'animal, et de dire ok voilà en fait on tue un animal vraiment quand on se nourrit de viande. Et il faut qu'il y ait cette conscience-là. Donc c'est apporter cette conscience-là aux enfants. Et après, quand on dit on va voyager à travers le monde, ça c'est le rêve de départ, mais le voyage à travers le monde, il s'arrêtera peut-être à 1000 bornes de là. C'est-à-dire que on s'offre la liberté de se dire, ok, on part, et quand on est bien quelque part, on y reste. Puis le jour où on a envie de changer, on met un coup de clé, puis on essaye autre chose. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait, dans ce voyage. C'est finalement de s'autoriser un grain de folie et d'avoir ce qu'il faut autour de nous pour pouvoir vraiment le mettre en exercice, ce grain de folie, quoi. De dire, tiens, et si on partait là? Et si on allait faire ci? Et si on allait faire ça? Et voilà. Donc le projet, le projet c'est ça, c'est de partir et d'être libre et de se détacher au maximum de ce à quoi nous sommes attachés encore aujourd'hui. C'est-à-dire un travail fixe, c'est-à-dire d'aller dans un magasin pour acheter de la nourriture, c'est tout ça. Donc c'est de se libérer aussi de ça et d'aller à la rencontre de nous-mêmes, parce que je pense que c'est ça qui se passe à la fin. C'est que finalement, plus tu te libères de tout ça, et plus t'es proche de toi. Donc finalement, ce voyage, c'est une rencontre avec nous-mêmes aussi. Ouais, ouais. Alors concrètement, la forme que ça prend, c'est-à-dire dans notre idée, l'objectif, c'est d'aménager un camion pour y vivre tous les 6, prendre la route. Alors, certainement, on aura besoin de se roder dans notre mode de vie, donc dans un milieu qui nous est familier. Donc certainement, on va tourner en France au début, visiter les amis, et petit à petit s'éloigner au gré des inspirations. Par exemple, on n'a aucune feuille de route préétablie. Ça va être assez instinctif. On est conscient qu'il y aura des contraintes administratives à respecter qui vont nous obliger de temps en temps quand même à prévoir et à anticiper pour des problèmes de visa, pour des problèmes de temps de séjour dans certaines régions qui sont plus ou moins limitées. Mais on laisse quand même une très très grosse part à la spontanéité. Et on est conscient que dans cette idée, dans ce projet, on peut durer 6 mois comme on peut durer 10 ans ou plus. Voilà, on n'a aucune limite, aucun a priori sur ni la forme, ni la durée. Ni le nombre de kilomètres à parcourir. Mais c'est important parce qu'effectivement, quand on en parle, souvent les gens imaginent que il va falloir qu'on ait plein de tampons dans notre passeport. Alors, évidemment, il y a l'envie d'aller découvrir le monde, c'est sûr, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation et le monde, il peut être à découvrir à 500 mètres de chez nous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. J'aimerais bien aller très loin. Moi, il y a plein de pays que j'ai envie de visiter, mais après, voilà. Pour moi, c'est une quête de liberté et de rencontre avec soi. Et vraiment, et ça, c'est vraiment important aussi pour moi. Et il y a une chose, depuis qu'on est intéressé à la question, forcément, on rencontre des gens qui sont dans le même intérêt, c'est le principe de l'attraction. Et on se rend compte par les différents témoignages qu'on entend, même si la plupart des gens qu'on a vu, voire côtoyer parfois,
Leur voyage a pris des formes différentes, souvent très temporaires, hein, en disant ok, on s'extrait de notre système pendant 1 an et puis on revient, par exemple. Il n'empêche qu'il y a un truc qui revient régulièrement dans ces témoignages, c'est le confort qu'il y a à être chez d'autres, à être à l'étranger, et ça nous permet d'avoir un regard sur ce qu'on est chez nous. Et ce regard, il est plus objectif quand on prend la distance. Et particulièrement, aujourd'hui, quand on parle de ce voyage, de partir à l'étranger, on nous met en garde en disant « Attention, il y a telle destination, c'est dangereux, attention, tiens, là, c'est ceci, là, c'est cela. » Et on se rend compte que c'est bourré d'a priori, et que certainement, à en croire une fois de plus les autres témoignages, ceux qui l'ont fait. En tout cas, ouais, de ceux qui l'ont fait, l'endroit le moins sécuritaire, c'est précisément ici. C'est-à-dire que là où tu as le plus de risques de te faire fracturer ton camion, c'est en France. France, Italie, Espagne. France, Italie, Espagne. Et après, vous avez dit, plus on va vers l'Est, et plus c'est tranquille. Là où tu vas être le plus confronté à la malveillance et au jugement, ça va être la France, l'Allemagne. Et puis dès que tu pars, dès que tu traverses, tu commences à être en Turquie, en Iran, enfin pour parler parce que je pense à des gens qui ont fait ce parcours-là, en fait, t'as plus aucun jugement, plus aucun a priori, t'es bienvenu partout, les gens sont accueillants, ils sont bienveillants, et on a beau parler en permanence sur BFM de tous les tracas qu'il peut y avoir, évidemment qu'ils existent, évidemment qu'il faut pas se voiler la face, mais il n'empêche que les gens, spontanément, sont particulièrement bienveillants et gentils. Et nous, on ne nous apprend plus ça. On veut quitter en fait, cette vision très étriquée de dépendance financière, de conformisme, et ainsi de suite. Puis du jugement de l'autre. Ouais. Vous répondez quoi à profitez-en avant d'avoir des enfants? Profitez-en une fois que vous en avez. Ouais, profitez des enfants quand vous les avez. Ouais. Et quand on choisit de faire les enfants, ce qui est notre cas, alors je conviens que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Nous, on a choisi, oui. Nous, on a choisi. Chaque naissance dans notre foyer a été choisie. Ce qui peut être un luxe, hein, je sais pas. Toujours est-il que une fois qu'on a fait ce choix, c'était pas pour se priver d'une liberté. C'était pour accéder à autre chose. En fait, l'accès à la parentalité, c'est aussi un accès à différentes choses, différents modes de pensée. On n'est plus au centre de notre propre attention. C'est-à-dire que l'inquiétude qui consiste à dire profite, ça sous-entendrait que dès l'instant où tu es parent, où tu as un enfant, tu as un geôlier avec toi. Quelqu'un qui va surveiller ta liberté, hein, et qui va la conditionner. Alors qu'en fait, nous, dans notre perception, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est au contraire, c'est une ouverture. Ça nous a ouvert à des questions, mais comme tous les parents, je pense que la transition entre l'état non-parent-parent est vraiment une transition très très forte. Juste pour préciser, ils ont quel âge vos enfants? Alors, Sacha, notre aîné, elle a 10 ans. On a des jumeaux, Elliot et Charlie, qui ont 7 ans. Et Lucas, qui va avoir 3 ans et demi, le petit dernier. Mais tu vois, quand notre fille est née, alors tout le monde nous avait dit ça, hein, tout le monde nous avait dit vous pourrez plus rien faire, vous pourrez plus. Alors, franchement, le seul truc qui a changé, nous c'est ce qu'on se disait quand elle était là, c'est qu'en effet on pouvait plus aller au cinéma. C'est le seul truc où on s'est dit ah bah tiens ça change, on peut plus aller au cinéma ensemble parce qu'on a un bébé. Mais sinon tout le reste, on l'a fait, en fait. On a beaucoup voyagé avec notre fille. On a fait 4 continents les 2 premières années de sa vie avec elle. On l'a trimballée partout. Alors qu'on plongeait, enfin, voilà, on faisait des trucs, a priori, qui ne se font pas avec des enfants. Et on a toujours trouvé des solutions hyper cool et vraiment bienveillantes. On n'a jamais eu l'impression de la mettre de côté. Pour nous, c'était important qu'elle soit dans des endroits où elle se sente bien. Et ça n'a pas changé tant. Je pense que c'est les croyances, c'est-à-dire que il y a une espèce de croyance générale qui te dit ça, qui te dit une fois que tu as des enfants, tu peux plus faire ceci, tu peux plus faire cela.
Et notre croyance à nous, c'était de dire, oh bah ouais, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire. Et on peut voyager quand on a des enfants. Oui, ça demande plus d'organisation. Oui, ça demande de se réaccorder avec certains trucs, etc. Oui, c'est pas tout à fait pareil, mais ça veut pas dire qu'on peut pas. Et ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup fait avec notre fille aînée déjà. Cette remarque, elle pose une question qui est hyper importante, justement. On parlait tout à l'heure de la transmission et de la perception de l'extérieur. Si on élargit, si on extrapole un petit peu, ça signifie aussi qu'on a quand même très peur des autres, très peur de ce qui ne nous ressemble pas. Un enfant, quand Sacha était petite, on a beaucoup voyagé avec elle. Si on regardait avant de partir en Équateur les sites internet du ministère de l'Intérieur et les recommandations pour partir à l'étranger. Mais même sur le routard. Même en Équateur, tu n'allais pas avec un enfant. Non. On te déconseille. Il y a juste à aller vérifier aujourd'hui. Hein. On parle de l'Équateur. Hein. On ne parle pas d'Afghanistan. Là. Puisque notre objectif, c'était les Galapagos. Mais c'était notre premier voyage avec elle. C'était notre voyage de noces. Tu t'allais voir sur le site, on te disait, n'y allez pas avec un enfant. Et pas nous, un enfant bas âge. La première réaction qu'on a, c'est de se dire, mais pourquoi ils en ont pas ? Ils ont des enfants là-bas. Ben oui. Donc, qu'est-ce qui nous empêcherait d'amener un enfant chez des gens qui ont des enfants ? Je veux dire, il y a quelque chose de vraiment... Et qui reflète une crainte, une peur des autres, et certainement, du coup, une façon de se replier, et qui fait qu'en fait, ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire que certainement que c'est plus compliqué pour un Équatorien de venir en France avec des enfants que pour un Français d'aller en Équateur avec des enfants. Mais ça, c'est évidemment hors de question de l'admettre ou de le reconnaître officiellement. Et le fait de se dire qu'un enfant va nous priver d'une liberté, c'est très révélateur de cette façon de se comporter et de cette façon de se voir, d'imaginer. Je crois que le miroir est pas bon en fait. On n'est pas. Quand on dit que le monde est le reflet de soi-même, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que on croit que le monde est effrayant, mais parce que peut-être que nous-mêmes, on a un mode de vie qui est effrayant, qui est hyper sectorisé, qui est hyper canalisé, voilà, c'est compliqué d'avoir un enfant. Parce qu'on a un système social, une organisation qui fait que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce qu'en France, il faut bosser. On va refaire le topo sur la vie parisienne, particulièrement, mais qui est, mine de rien, qui est le modèle politiquement admis pour gérer à peu près toute la vie dans toutes les régions différentes en France. Et il faut arriver à se sortir de cette image. L'enfant n'est pas du tout ni un geôlier, ni une privation de liberté. Mais tu vois, il y a une question qui revient souvent quand on dit, bah tiens, on va partir vivre à travers le monde en camion. Mais le nombre de gens qui nous regardent en disant, mais vous partez avec vos enfants ? Et juste, oui, bien sûr, on part avec nos enfants. Et la question qui suit, c'est, mais tous ? Et juste envie de dire, mais non, on prend 2 au sort et on va laisser les 2 autres là et puis on tournera. Mais évidemment, mais c'est quand même, ça montre quand même effectivement cette crainte de dire, mais c'est pas possible de faire un truc pareil, pas avec 4, pas avec. Et donc c'est que des croyances et des barrières que chacun de nous se met. Et tu sais, mais je crois que le plus grand bonheur, la plus grande joie, elle est juste derrière le petit pas de la peur en fait, hein, de franchir ce pas. Qui va te permettre de transcender ta peur, et juste derrière, tu vas te rendre compte que c'est facile. Mais il faut se mettre le coup de pied au cul pour passer ce petit pas-là. Et en fait, il n'est pas si énorme que ça à passer. Ce qui est difficile, c'est de trouver l'élan pour le passer. Mais oui, on a eu cette question-là beaucoup. Est-ce que vous partez avec les enfants ? Ouais. Là, ce que tu dis, ça m'appelle une image très hautement philosophique. C'est le dessin animé Réponse. Pour ceux qui connaissent Réponse, qui est une enfant qui a été enlevée et qui grandit jusqu'à ses 18 ans dans une tour où on lui fait croire en permanence, sa mère, donc celle qui l'a kidnappée,
lui fait croire en permanence que le monde extérieur est dangereux, il est effrayant, il faut surtout pas y mettre les pieds, et que surtout, il faut qu'elle fasse confiance à sa mère en question pour lui assurer une bonne vie, un équilibre et tout. Et elle ne connaît que l'environnement de sa pièce, dans sa tour, qui est sans accès. Et le jour où elle arrive à sortir de sa tour, elle se rend compte que le monde n'est pas du tout celui qu'on lui a vendu. Et ça, on est un peu dans ce principe. Alors évidemment, c'est métaphorique, et puis c'est réponse, c'est un dessin animé, c'est tout ce qu'on veut. Il y a certainement d'autres philosophes qui en ont parlé mieux que Disney. Ou différemment. En tout cas, voilà. Nous, on a des enfants, donc on regarde des dessins animés. Ouais. Donc c'est notre philosophie aussi. Et mais on est exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire que on nous fait croire à un monde extérieur qui, à notre avis, n'est pas tout à fait la réalité. Et le monde n'est pas celui de BFM. Après les attentats de Paris, il y avait des télés américaines, ça avait fait scandale, ça m'avait beaucoup amusé à l'époque. On en entendait parler un peu sur Internet, et qui expliquaient les zones de non-droit en plein Paris, et qui cartographiaient des zones dangereuses à Paris. Oui, c'est vrai. C'est risible. Enfin, et évidemment que si on te matraque ça à longueur de journée, ben, obligatoirement t'y crois. Donc, par exemple, dans notre voyage, dans ce qu'on appelle, nous, notre voyage, la télé n'y est pas. Ah oui, ça fait longtemps qu'elle n'y est plus. Ça fait partie des choses, et encore cet après-midi, j'en parlais avec des gens, où j'expliquais que j'ai 4 enfants et qu'on n'a pas de télé, et regardaient avec des yeux un petit peu incrédules, en disant, la vache, mais comment vous faites ? On a des écrans, hein, on reste des gens... On a des écrans, on regarde des films. On regarde des films et on choisit. En fait, le truc, c'est ça, c'est toujours cette même histoire, c'est choisir. Quand tu allumes la télé et que tu mets Gulli à tes gosses, tu sais pas ce que Gulli va leur mettre, hein, au final. Tu acceptes finalement que ce soit quelqu'un d'autre qui soit au contrôle de l'image, qui va rentrer dans le cerveau de tes enfants. Quand tu dis, on a un écran mais on choisit le film, on fait un choix. Ok, on te montre ça. Et pourquoi on te montre ça ? Et qu'est-ce qu'il y a à tirer de cet enseignement ? Parce qu'il y a toujours à tirer des choses de l'enseignement. Bouffer de la télé comme on nous la vend, c'est vraiment ça, quoi. Ça me fait penser à du fast-food, mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça, parce que on fait le choix aussi de s'extirper de cette pression publicitaire permanente. Oui. Déjà que, heureusement, on n'est quand même pas complètement coupé du monde. On a Internet, déjà maintenant. Oui, la pub, dès que tu vas sur Internet, pour éviter la pub, il faut être un sacré cador en informatique, c'est pas mon cas. Donc la pub, je la bouffe sur Internet, comme tout le monde. Et plus ça va, plus on va en bouffer. Et je pense que dans la transmission qu'on veut faire à nos enfants, les protéger de cette abondance, de cette surabondance publicitaire et d'idées reçues et ainsi de suite, c'est super important. Et on rentre en plein dans cette espèce de schéma où je prenais l'image de réponse, où voilà, on nous explique ce qu'est le monde à l'extérieur, à travers une petite lucarne bien fermée. Alors ça peut être la télé, ça peut être l'école, elle a plein de formes, la lucarne en question. Mais voilà, nous, dans nos choix, on se dit que voilà, on va regarder par la fenêtre et poser le pied à l'extérieur. Et puis pour moi aussi, quand tu commences à comprendre la société et que tu la regardes, il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. C'est partir à la guerre et vouloir changer le système, ou alors sortir toi du système. Et nous, on a fait ce choix-là. C'est-à-dire que on pourrait passer plein d'énergie. Il y a plein de gens qui le font, et c'est sans doute très bien qu'il y en ait, je sais pas. En fait, je ne sais pas si c'est très bien de se battre contre le système. Mais on revient encore sur cette histoire d'exemplarité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il suffit juste d'être soi, quoi. Et quand t'es toi, finalement, le système, ok, il y a des trucs avec lesquels tu vas adhérer, des trucs avec lesquels tu vas pas adhérer, mais ça t'empêchera pas d'être toi à aucun moment. Mais j'ai eu passé de l'énergie à vouloir refaire le monde, à vouloir refaire les salles de naissance, par exemple, en disant non, il faudrait que il y ait une prise de conscience, machin. Ça sert à rien, en fait. Pour moi, c'est du forceps. Alors, j'utilise un langage de la naissance, mais c'est vraiment ça. C'est du forceps. Donc ça sert à rien, le forceps. Ça sert à rien, rien, rien.
rien. Les choses, elles vont se faire à un moment de toute façon. Et donc, pour moi, le seul moyen d'être au mieux avec moi-même, c'est d'aller là où j'ai envie d'aller, en m'occupant pas du système et en m'occupant pas de la société. Et ça veut pas dire que je m'en désintéresse et que j'ai rien à faire de ce qui peut se passer dans le monde, etc. Mais clairement, c'est pas en allant me confronter au système que je vais servir le monde, en fait, et que je vais y apporter ma contribution. Je pense que c'est en montrant au monde qu'on peut faire autrement que je le servirai le mieux. Et en montrant à nos enfants que c'est possible. Oui, et du coup, dans le monde, il y a nos enfants, évidemment. Ouais, et que c'est possible. Que c'est possible. Et c'est... moi, dans mon parcours personnel, c'est déjà une énorme étape que d'imaginer que c'est possible. Donc, le réaliser, là, ça va devenir nirvanesque. C'est la position du mec qui regarde le train partir. C'est inspirant d'être sur le quai et de regarder les gens dans le train, c'est inspirant. Ça donne envie de décoller aussi. Ça donne envie. Et il y en a qui le et font. chaque mec qui monte dans le train inspire un peu plus les gens qui sont sur le quai. Et voilà, nous on est à cette étape. Moi j'ai 47 ans. Il y en a qui franchissent l'étape à 20 ans. Bon, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bons moments non plus. Bons moments, il y a le moment juste. Voilà. Et qui correspond. Il y a juste pas une bascule qui se fait. On ne cherche pas à expliquer ni pourquoi ni comment, il faut l'accueillir quand elle se présente. Et c'est sûr que se battre, tu vois, là on voit par rapport à l'école, il y a des endroits où, alors nous vis-à-vis des enfants, tu sais, tu peux pas tout laisser passer non plus, donc il y a des endroits où moi je me bats encore, où j'y mets encore de l'énergie, etc. Mais je me rends compte, maintenant que j'ai ce recul aussi, à quel point c'est énergivore, et à quel point c'est inutile. Et c'est inutile pour la société, c'est utile pour mes enfants, par exemple, si y a un problème avec une instite, c'est utile pour mes enfants que je me positionne, parce que mes enfants voient que je prends leur défense et que je me positionne en leur faveur. Donc ça, c'est important pour eux. Mais c'est sûr que je peux me battre autant que je veux. Hein. L'école ne va pas se dire d'un coup « Oh, mais elle a trop raison, viens, on change ». Enfin, ça n'existe pas, en fait, ça. Il n'y a personne sur une réflexion qui va dire bah, « Tiens, attends, je sais pas, si on parle du racisme, par exemple, quelqu'un qui va dire « Bah oui, bah, ces étrangers qui bouffent le pain des Français pour faire un truc cliché, si moi je lui dis ben non, c'est pas exactement ça, personne va me dire ah mais oui mais t'as raison, je change complètement mon... Ça n'existe pas en fait ça. Donc c'est vraiment, il y a que être soi et être au plus proche de soi pour tracer la route et pour montrer que c'est possible. Mais nous montrer à nous-mêmes aussi que c'est possible. Mais moi c'est même de l'ordre du devoir finalement. Je me le dois à moi-même. Je crois que je me le dois à moi-même. Peut-être je m'aime suffisamment pour me dire que je me dois de faire un truc qui va me nourrir et qui est juste vis-à-vis de moi-même, quoi. Oui, il y a quelque chose d'initiatique. Oui. Oui, il y a quelque chose d'initiatique. Ouais. Et donc, comme toute initiation, évidemment, ça va passer par des peurs, ça va passer par des moments de confrontation de soi vis-à-vis de soi, mais c'est là où on grandit le plus, il me semble. Pour moi, en tout cas, c'est sûr que c'est des pas qui sont importants et qui me montrent que je grandis. Merci. Eh bien, merci à vous. Merci à vous.